voudrais avant tout vous remercier, en tout cas pour l'opportunité, mais aussi le temps que vous nous accordez. Ça. Juste dire en fait que cet atelier entre dans le cadre, disons, d'un cycle de renforcement des capacités des députés du Sénégal, et préciser également que c'est une activité qui est organisée par l'Assemblée nationale en partenariat avec le ministère de l'économie, des finances et du plan, au titre duquel je suis là, parce que j'ai été désigné par le ministre de l'économie, des finances et du plan et le directeur général du budget pour participer à cet atelier. Souligner également que je participe à ce genre d'atelier depuis plus de 10 ans. J'ai toujours participé à la formation des députés, et aujourd'hui c'est un sacerdoce pour moi. C'est une activité très intéressante. C'est une activité qui nous permet également de partager notre expérience, notre vécu des finances publiques avec les représentants du peuple. Et au sortir de cet atelier, ce qu'on retiendra, c'est que les parlementaires ont été initiés pour certains, parce que d'autres connaissaient déjà, disons, au concept budgétaire. La définition des termes budgétaires, mais aussi à un peu d'historique sur le budget, d'où le budget vient, c'est important de le savoir. Après cela, nous avons abordé des thématiques beaucoup plus pratiques, relatives à l'élaboration du budget de l'État, mais aussi au vote du budget. Et durant ces thématiques, nous avons pu faire ressortir les rôles de chaque service dans l'élaboration du budget, mais aussi les tâches qui sont attribuées à chaque service, le calendrier de préparation, les délais qui sont fixés au gouvernement, mais aussi les principales activités, notamment le débat d'orientation budgétaire qui est organisé au plus tard le 30 juin, les conférences budgétaires qui sont organisées par le ministère des Finances, les arbitrages budgétaires, du ministre des Finances jusqu'au président de la République, parfois au besoin, et aussi la finalisation des documents budgétaires et le dépôt de ces documents à l'Assemblée nationale au plus tard le jour de l'ouverture de la session ordinaire. Donc la première thématique portait un peu sur ça. Les modalités de vote aussi ont été passées au peigne fin, comment le budget est voté, ça, en termes de recettes et de dépenses et des comptes spéciaux aussi du Trésor. Nous avons aussi abordé les thématiques relatives au contrôle budgétaire. Le contrôle budgétaire est l'enjeu même de cet atelier. Il était important de mettre le focus dessus, et nous avons pu mettre l'accent sur les moments et les instruments de contrôle. En parlant de moments de contrôle et d'instruments, on peut citer déjà en fait le débat d'orientation budgétaire. Aujourd'hui, le gouvernement, en relation avec le Parlement, organise chaque année, au plus tard le 30 juin, un débat d'orientation budgétaire qui porte sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle. C'est un peu un document qui projette sur 3 ans, n'est-ce pas, les recettes et les dépenses de l'État, qui fait ressortir la situation aussi des finances publiques, mais également qui fait ressortir les perspectives économiques de l'État et les objectifs socio-économiques à moyen terme, n'est-ce pas. Et c'est un document sur lequel les parlementaires discutent, sur lequel ils ont la possibilité d'influer, d'influencer un peu les orientations du gouvernement, de se faire entendre, mais aussi de permettre au gouvernement de prendre en charge des observations qui pourraient être pertinentes sur la qualité du document. Alors, nous avons abordé ce moment, c'est un moment de contrôle, un moment en fait que le Parlement doit mettre à profit pour vraiment effectuer un travail d'analyse en profondeur. Le second moment, toujours en fait dans la période, disons, des prévisions, et ça c'est naturellement les sessions budgétaires. Les sessions budgétaires par excellence sont des moments de contrôle du budget. Parce que tous les documents budgétaires parviennent à l'Assemblée, que ce soit le projet de loi des finances, que ce soit aussi les documents budgétaires ministériels, que ce soit également, disons, en fait, les annexes, les voies et moyens, c'est les prévisions de recettes, mais aussi le programme triennal d'investissement public et tant d'autres documents qui sont transmis à l'Assemblée. Et l'Assemblée, je suis heureux de constater aujourd'hui que c'est entouré en tout cas d'experts avec les assistants parlementaires, mais aussi l'administration parlementaire. Et sans oublier aussi que vraiment beaucoup de députés aujourd'hui, des parlementaires, ont un profil vraiment très intéressant
qui leur permet d'appréhender en fait la quintessence, le contenu de ces documents. Donc, la deuxième grande étape dans le contrôle, c'est lors, en réalité, de l'exécution du budget. Vous savez, le gouvernement, à chaque fin de trimestre, transmet à l'Assemblée une situation d'exécution du budget, situation d'exécution qui porte sur l'exécution budgétaire par ministère, mais aussi le niveau de recouvrement des recettes, le niveau d'exécution aussi des projets d'investissement. Donc ce sont aussi des documents qui permettent au Parlement d'appréhender la tendance actuelle de l'exécution du budget par l'État et également qui permet au Parlement, au besoin, de poser des questions, d'approfondir, n'est-ce pas, par rapport à cette situation qui leur est transmise. Et c'est un moment aussi qui est très important, qui est solennel. Et je rappelle que ce sont les directives de l'Union, notamment le Code de transparence, qui sont à l'origine de cette demande de transmission de situation d'exécution budgétaire à l'Assemblée nationale. Alors, ça, c'est la deuxième grande étape. Donc, première grande étape, c'était les prévisions. Deuxième grande étape sur l'exécution. La troisième grande étape, c'est lorsque le budget est déjà exécuté et prend fin. À la clôture de la gestion budgétaire, le gouvernement fait ses comptes. Alors, lorsque le gouvernement fait ses comptes, il y a des documents consacrés. Ces documents, on peut en citer le projet de loi de règlement et le compte général de l'administration des finances. Le projet de loi et le compte général de l'administration des finances font le point sur la situation d'exécution et cette situation de recouvrement des recettes de l'État, la situation d'exécution des dépenses, la situation d'exécution des comptes spéciaux du Trésor. Toute opération de l'État est retracée dans ces deux documents, n'est-ce pas? Et nous prenons le temps de bien analyser le document, d'y mettre toutes les informations pour permettre au Parlement et à la Cour des comptes avant le Parlement de pouvoir analyser l'exécution du budget de l'État. Et c'est aussi en fait des documents qui permettent à l'Assemblée nationale aujourd'hui de pouvoir vérifier l'utilisation de l'autorisation parlementaire. Parce qu'au début, le Parlement a voté un budget. Le Parlement a voté un budget, le gouvernement a exécuté, et a rendu compte à chaque trimestre et à la fin, lui rend compte de son autorisation. Donc toutes les prévisions de recettes et de dépenses, les projets et tout ce qui s'ensuit font l'objet en fait d'une transcription dans ce document, projet de loi de règlement et compte général de l'administration des finances. Et c'est un moment de contrôle qui est très important. C'est un moment de contrôle qui permet au Parlement vraiment de vérifier les progrès du gouvernement, les efforts accomplis, éventuellement les difficultés, par rapport aux objectifs socio-économiques, même de manière générale. Voilà pour la première partie en fait, de l'intervention qui portait sur le budget. Maintenant, nous avons aussi abordé la gestion de la masse salariale. Vous savez, aujourd'hui, c'est une des problématiques majeures, ça alimente le débat public. La masse salariale est-elle soutenable puisqu'on est à un niveau de gestion, un niveau assez élevé, on est à 683 milliards, mais en réalité, il faut affirmer, mais aussi rassurer les acteurs que la masse salariale est bien soutenable. L'État, c'est vrai, quand on regarde ces derniers temps, il y a une évolution de la masse salariale, mais qui est due au besoin, n'est-ce pas, pour l'État, déjà de prendre en charge la mise en solde, c'est-à-dire le recrutement, l'intégration dans la fonction publique des enseignants. Je rappelle que l'engagement du président de la République, c'est d'intégrer dans la fonction publique, c'est ce qu'on appelle les mises en solde, 10 000 enseignants par an. Et ça, c'est une des causes, en fait, déjà, de l'augmentation de la masse salariale. L'autre cause est liée, en fait, disons, au rappel que le gouvernement doit aux enseignants. Ce sont des engagements aussi que le gouvernement doit respecter. Et aujourd'hui, ces rappels sont passés de 29,4 milliards à 50 milliards avec la dernière loi de finances rectificative. Et c'est également une des causes, entre autres. L'autre cause, c'est par rapport au recrutement. Il est vrai, nous avons besoin de sécurité intérieure. Et naturellement, si vous avez de sécurité intérieure, il faut recruter des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement, à travers en fait, des programmes dédiés comme le PUMON, a construit en tout cas, disons, des casernes, des structures en tout cas paramilitaires, militaires, pour permettre d'assurer la sécurité des citoyens. Parce que le premier besoin d'un citoyen, c'est la santé, c'est l'éducation, mais aussi la sécurité.
Si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez pas étudier, vous ne serez peut-être même pas en bonne santé. Donc c'est une des raisons qui explique en réalité en fait, l'augmentation de la masse salariale. Mais toujours est-il que par rapport au ratio, parce que le Sénégal fait partie de l'UEMOA, rappelons-le, et il y a des ratios, des règles de gestion de la masse salariale qui doivent être respectées. Et je rappelle qu'en fait, que le ratio le plus important, c'est le pourcentage en fait, de la masse salariale par rapport aux recettes fiscales. Ce ratio ne doit pas dépasser 35%. Autrement dit, on ne doit pas affecter plus de 35% des recettes fiscales à la masse salariale d'un État. Et rappelons que l'État, depuis plusieurs années, est en dessous de ce taux. N'est-ce pas? On est vraiment en dessous du taux de 35%. Par rapport au PIB également, le produit intérieur brut, on est vraiment dans des proportions très respectables. Il n'y a pas de problème majeur dans la gestion de la masse salariale. N'est-ce pas? Et je rappelle aussi que la masse salariale a toujours été ainsi, il y a des fluctuations en fonction aussi en fait, des capacités de l'État. Donc, juste pour résumer, il n'y a aujourd'hui aucun problème par rapport à la soutenabilité de la masse salariale. Les salaires sont payés chaque mois de manière très aisée, il n'y a aucune difficulté. Et sur 3 ans, même en projetant sur 5 ans, il n'y aura pas de difficulté non plus. Voilà, c'était l'essentiel en fait de mon intervention par rapport aux parlementaires. Je rappelle que nous avons fait 4 sessions. 4 sessions avec, disons, une moyenne de 40 à 50 en fait, parlementaires par session. Et c'est une activité qui nous a permis aussi d'informer les parlementaires sur les dernières évolutions par rapport aux accords sociaux, sur aussi en fait les pratiques, les procédures que nous utilisons au sein du ministère de l'économie, des finances et du plan. Voilà, M. Alassane Faye, ce que je voulais dire par rapport à cette activité. Je vous remercie et je souhaite bon vent et plein de succès à Popenguine Info, qui fait aujourd'hui la fierté de la commune de Popenguine Ndayane et de tous les pays safis. Merci.